Alors donc nous sommes au Guatemala, à Rio Dulce, à côté de Fronteras, avec Marie-Christine Lemaire-Huet, qui est la dernière descendante, la seule descendante de sang Bolland, de mon sujet de travail que vous connaissez, Adrienne Bolland. Je vous laisse aller dans le livre pour tout ce qui est les détails, pour tout ce qui sera les détails avec les ajouts des interviews que j'ai réalisées depuis une semaine. Donc je suis au Guatemala parce que Marie-Christine Lemaire-Huet y vit, y séjourne et qu'elle n'a aucunement l'intention de retourner en France. Et donc là, on va parler non pas d'aviation, on va parler de navigation maritime. En lien, forcément, pour ceux qui connaissent le travail que j'ai fait avec Benoît Bolland, le frère d'Adrienne, qui avait 10 ans de plus qu'elle. Et étonnamment, quand Marie-Christine Lemaire-Huet m'a contactée, après avoir lu un de mes livres, le hasard, entre guillemets, si on y croit, a fait que tout est lié à la mer. Donc aujourd'hui, on va parler de navigation maritime, de bateaux et d'expérience de l'eau. Et de l'eau qu'a beaucoup croisé Adrienne, entre nous soit dit, puisque vous savez qu'elle a traversé la Manche, première femme à traverser la Manche, première femme à traverser le Rio de la Plata, et première femme à tenter un raid Rio de Janeiro, Buenos Aires en hydravion. Mais là, c'est place à l'histoire et au trésor de l'aéronautique et au nautisme avec Marie-Christine, qui va donc nous parler de son expérience de la mer, de ses bateaux. Et d'abord, les bases. Donc, Marie-Christine, vous êtes née le 3 mai 1947 à Bordeaux. Donc, ma grand-mère était Antoinette Bolland, mariée avec Paul Labatte. Bordeaux, c'est important parce que Bordeaux, c'est près du bassin d'Arcachon et que mon grand-père avait fait construire dans les années 30 une villa au Cap Ferret, qui est bien connue maintenant, mais qui à l'époque était vraiment un village de pêcheurs. Et moi, j'ai passé, disons, de 0 à 13 ans, toutes mes vacances au Cap Ferret avec la mer. C'était la seconde, il n'y avait pas d'autre endroit. On allait là, c'était oui, là. c'est ce qu'on disait, la mer MER, MERE. Voilà, c'est ça. Et j'ai été baptisée au Cap Ferret au mois d'août 47. Et... Oh, il y a 3 mois, 3-4 mois. Ah oui, ah, tout oui, de suite, tout de suite. Bébé. Oui, oui. Et mon second baptême, si je puis dire, a été mon immersion dans la mer, quasiment, bon, la maison... Comme les baptistes américains, voilà. Oups. La maison n'était pas en bord de plage, elle était en 3e position, mais de la maison, on voyait la mer, et voilà, on vivait en symbiose avec la mer. Ma mère, MERE, adorait la mer, elle aussi. Elle avait eu... Quand elle était adolescente, mon grand-père lui avait acheté ce que l'on appelait un monotype. C'était un voilier avec une seule voile qui était construit sur place en acajou verni, qui était une merveille. Bon, moi je n'ai pas connu le monotype, mais... Il était grand, c'est grand le monotype? C'est grand comme, parce que là on est dans un chalet de l'Hacienda Tirage. Non, c'est petit, ça faisait 6 mètres peut-être. Oh bah c'est petit, non, mais c'est déjà une jolie taille. Ouais, non mais bon, oui, mais bon, il n'y avait qu'un seul mât et c'était un bel optimiste. Voilà, c'était fabriqué à Arcachon, enfin oui. dans les chantiers autour, pas à Arcachon même, mais sans doute à La Teste ou à Gujan ou à Arès, je ne sais pas, dans une des... Ça veut dire qu'elle aimait déjà la mer. Et ça, c'était une influence de Benoît, vous pensez ou... Non, je pense que... Alors, pour en revenir à Benoît, Benoît, vous, et beaucoup de gens le voient en rapport avec Charcot et le pôle Sud. Oui, bon, ça c'est le début, ça. Bien sûr. C'est vrai. Mais pour nous, l'oncle Ben, puisqu'on l'appelait comme ça, pour nous, l'oncle Ben était surtout rattaché à la Chine. Parce que, après la guerre, il est parti en Chine. Et il a fait toute sa vie en Chine. Et ça, c'était quelque chose qui était très exotique. La Chine, c'était un pays très... Oui, c'est l'Orient. Voilà, c'est l'Orient. Avec un grand O. Donc, on a plus... Enfin, moi, petite, j'ai plus relié l'oncle Ben à la Chine qu'à Charcot. Oui, c'est vrai. Le pourquoi pas, j'ai appris plus tard, quand j'étais adolescente, quand j'ai pu comprendre, quand on m'a montré des livres. Mais au départ, c'était la Chine. Mais en Chine, il était quand même, au début, sur une jonque. Donc, il y avait l'histoire du bateau. Déjà. Sur une jonque avec laquelle il remontait le Yangtze-Kiang pour faire du transport de je ne sais pas quoi.
un trafic De quelconque. marchandises. Voilà. Voilà, marchandises. Et il a fait ça pendant des années. Donc ça, c'était dans mon imaginaire, c'était l'oncle Ben de la Chine, et après Shanghai, et le port de Shanghai où il a été pilote. Voilà. Ça, c'est... Oui, mais ça c'était dans Voilà, l'imaginaire voilà, ça, de la famille. Ça, c'était quelque chose dont on Ça parlait. ouvrait une porte ou une Tout à fenêtre. fait. Donc peut-être que l'histoire du bateau, pour moi, c'était relié au voyage, à l'exotisme. Voilà, il y avait peut-être ça. Oui, l'ailleurs. L'ailleurs. Ensuite, mes parents se sont séparés. Bon, et maman est allée habiter à Toulon. Ah, la mer. Encore la mer. Mon grand-père lui avait acheté une maison, bon, puisqu'elle était divorcée, qu'elle n'avait pas de travail ni rien, donc son père lui avait acheté une jolie maison à Toulon, donc, sur le mont Faron, pour ceux qui connaissent, au pied du mont Faron, pas dans les hauteurs, mais du premier étage de la maison, on voyait toute la baie. Ça devait être beau. Ça, c'était magnifique. Ah ouais, ça, dis c'était donc. magnifique. Et là, pendant combien de temps? Alors, à Toulon, bon, il y a eu des tirages entre mes parents, donc j'ai fait 2 ans à Toulon avec ma mère. Mon père, qui était dans la banlieue parisienne, horreur malheur, a voulu me récupérer, ça a été épouvantable. Il s'était remarié, il avait un bébé qui avait 15 ans de différence avec moi. Bref, là, c'est pas des très bons souvenirs. J'étais loin de la mer, j'étais loin de ma mère. Oui, c'est... J'étais loin des deux mères. Des 2 mères. Bon. Et je suis retournée à Toulon, j'avais 18 ans. Là, définitivement, j'ai claqué la porte, j'ai dit à mon père, basta, je ne veux plus te voir, etc. Il voulait me dominer. Enfin, c'était un monsieur très pénible à vivre, et je comprends que ça n'ait pas marché avec ma mère, qui avait un caractère fort et qui ne voulait pas se laisser dominer. Donc, il y a eu un peu des clashs musclés. Et donc, retour à Toulon-sur-Mer. Retour à Toulon. Et là, vous êtes, alors, scolairement, vous allez jusqu'au bac, comment ça se passe? Jusqu'au bac, et je retourne à Toulon. À Toulon, alors quoi faire? Oui. Il n'y avait pas de faculté à Toulon, il y avait juste une faculté où on pouvait faire une capacité en droit. J'avoue que le droit, moi, ça ne m'a jamais passionné. C'est pas mon truc. Donc, je suis restée là un peu à zoner, puisque j'étais à la maison. Mais bon, aller à droite à gauche, et par des amis de maman, j'ai rencontré d'autres personnes, dont un monsieur qui était beaucoup plus âgé que moi, qui était charmant, qui vivait avec une jeune Eurasienne, enfin une Eurasienne un peu plus jeune que lui, qui était sage-femme et qui était un peu à droite à gauche. Et lui, c'était un ancien pilote de voiture. Ah, d'accord, voilà, je comprends. C'est là la liaison. Oui, parce qu'il y a le nautisme, mais il y a les voitures aussi. Donc c'était un ancien pilote de course automobile, et il avait un voilier avec lequel il m'a initiée à la voile. Voilà. Première navigation. Et là, quelle sensation? Qu'est-ce que ça crée en soi? Parce que on a les internautes qui vont regarder, ont peut-être jamais... Il y a ceux qui auront pratiqué et ceux qui... C'est tout à fait différent d'être au bord de la mer, sur la plage, de descendre dans l'eau et de barboter, ou même de nager très bien, et de larguer les amarres, de partir sur un bateau. Bon, de Toulon, on allait aux îles. Porquerolles, il fallait passer Escampo Barrio, le fameux cap dont on parle en disant c'est le petit Cap Horn. Ah, le cap, d'accord. Oui, ça c'est un peu exagéré. Mais enfin, bon, on sortait de la rade de Toulon et on faisait donc route sur Escampo Barrio et ensuite Porquerolles. Alors Porquerolles, c'est pareil. Ah, c'est une merveille. À l'époque, c'est le Porquerolles sauvage. Voilà. C'est plus qu'un sauvage, il y avait deux, trois hôtels, mais très dans la nature, il y avait peu de maisons, il y avait peu de touristes, il y en avait aussi un peu au mois d'août, mais je veux dire, c'était un monde tout à fait particulier. Et moi, ce qui me marquait surtout, c'est que quand on arrivait sous le vent de l'île, on avait toutes les odeurs de la garrigue portées par le vent, et ça... Le mimosa, le thym, la sarriette. Ça, c'était... Ah, ça y est, on arrive, on est à Porquerolles. Ah, d'accord. Donc là, ça a été, si vous voulez, mon premier contact avec la mer depuis un voilier. Donc, comme un voilier qui faisait 9 mètres, avec une personne qui était compétente. Oui, c'est ça. Qui m'a appris les bases. Les bases, alors, pas du tout la navigation, comment dirais-je, sextant, carte et tout ça, non, mais la navigation
visuel. Donc, tu vois, là, il faut contourner un peu plus loin parce qu'il peut y avoir des rochers. Comme un pilotage d'avion. Ça me Voilà. rappelle beaucoup le début d'Adrienne en caudron, Voilà. au pifomètre, mais à l'intuition et à l'observation. On regarde, On on sait. Bon, il faut aller quand même avec le vent parce que Et oui. quand on revenait de Porquerolles, il fallait revenir sur Toulon. S'il y avait du Mistral, eh ben, on l'avait dans le pif. Oui. Donc il fallait tirer des bords. La météo. Donc tout ça, c'était des bases, mais qui m'ont été inculquées d'une façon comme un jeu, comme quelque chose pas du tout. Oui, une vraie initiation. Voilà, comme l'aurait fait mon père s'il avait été là, mais bon, c'était cet ami de la famille qui m'a donné ça. Et ça, ce fut régulier? C'était au long cours? C'était Ça, de temps en temps? Non, assez souvent. Quand il faisait beau, on partait le week-end, il m'emmenait le week-end de là-bas. On retrouvait des amis qui avaient aussi des bateaux. Bon, c'était... Et c'est devenu votre quotidien en fait? Non, moi j'ai fait ça et puis mon père a pris un coup de calgon. Il était jaloux? Je ne sais pas, il est venu me reprendre à ma mère en disant enfin, elle ne va pas en fac, elle ne fait rien, qu'est-ce qu'elle fait, elle vadrouille et tout, donc je la reprends. Et là, heureusement, je suis allée chez ma grand-mère, qui était la mère de mon père. Donc la sœur d'Adrienne Bolland? Non. Ah non, l'autre famille. Ah d'accord, du côté de votre père? Du côté de mon père, qui elle a été adorable, donc là j'ai passé un hiver à peu près correct avec elle. Oui, un hiver où j'ai fait un peu d'anglais, je sais comment ça s'appelait, Berlitz. Ah Berlitz, oui. Voilà. Donc ça, ce sont mes premiers contacts avec la mer. Ensuite, je suis retournée à Toulon. Donc je suis rentrée dans ce groupe d'amis. Et là, il y a eu la partie voiture. Bon, parce que... Et pourquoi, oui. Mais lui, il avait fait des courses. Il avait fait les 1000 milles, les 24 heures du Mans. Bon, ah oui. Il y a longtemps. Et avec quelle voiture? Je ne me souviens plus trop. Il avait fait ça génial. avant la Seconde Guerre. Donc, et comme pilote oui, comme pilote. Pro? Oui. Et pour quelle écurie, non? Vous en souvenez plus? Je ne pas à ce moment-là. C'était un peu... mince. C'était plus on pourrait retrouver peut-être sur Internet avec son nom? Peut-être, j'ai cherché, mais pas... J'ai cherché longtemps après, j'ai dit tiens... En fait, il était d'une famille marseillaise. Faudrait regarder maintenant. De commerçants marseillais qui étaient dans le tissu. Une grande famille marseillaise, donc il avait les moyens. Et il avait un fils que ça n'intéressait pas du tout, qui était un peu plus âgé que moi. Et moi, j'ai accroché tout de suite, donc voilà, donc j'ai commencé à faire un peu, il m'a appris, alors là pareil, piloter. Comment on fait, comment on prend les virages, comment on se met à la corde, comment on se met à l'extérieur, comment on plonge pour pouvoir sortir du virage comme ci, comme ça, les différentes voitures, traction avant ou propulsion arrière, comment ces voitures réagissent différemment quand on les pilote à grande vitesse. Voilà. Et j'ai fait des courses de côte, mais bon, j'étais pas un crack, hein, puis j'avais pas une voiture non plus terrible. Une crack. Comment ça, vous n'étiez pas une crack? C'est pas possible. Avec du sang Bolland, on est forcément une crack. Non, mais j'avais une petite voiture, j'avais une Cooper S. Devant moi, j'avais des... Enfin, à côté... En concurrence. J'étais avec des femmes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Qui avaient des Porsche, des trucs. Voilà. Et ben voilà, là, Porsche, Alpine. Ah oui, là c'est sûr. Des BMW super machin, gonflés. Bon. Oui, c'était pas la même. Moi, je m'amusais. Voilà, je m'amusais vraiment. Je faisais vraiment plaisir. Je m'éclatais, quoi. Bon, ça a duré 2 ans. J'avais quand même une voiture qui était bien préparée. Hein. J'avais un moteur après chaque course, la voiture partait chez le mécanicien qui était spécialisé. Le moteur était démonté. On vérifiait, vilebrequin et tout. Bien, la vraie pro. Arbre à carme. Là, je pense que votre grand-tante a dû se marrer parce qu'elle qui avait une Porsche, pour la petite histoire, hein, pour ceux qui suivent, Adrienne Bolland, elle a eu la première Porsche 356. Donc, elle devait jouir de voir sa petite nièce. Et c'est vrai. Elle le savait, puisque elle était encore vivante. Oui, puisqu'elle est morte. Vous n'avez jamais parlé de voiture avec Adrienne Bolland?
là, nos vies étaient vraiment séparées. Moi, je vivais dans le Midi. Et comment vous saviez qu'elle avait une Porsche? Il venait en Porsche Ah oui, il venait en Porsche. Il venait en Porsche au Café Ray. Alors, il venait voir ma mère à Toulon. Quand il descendait, quand il venait de Paris pour passer leurs vacances sur la côte, parce qu'ils aimaient beaucoup bronzer. C'était des nudistes. Adrien et Toto adoraient bronzer, donc ils s'arrêtaient chez maman 2-3 jours, parlaient un peu, voilà. Et puis après, ils continuaient leur périple vers le pays qu'ils avaient décidé de visiter. Donc on avait parlé un peu de ça, et ça l'avait amusé. Et ça l'avait amusé. Et c'est elle qui conduisait ou est-ce que c'était Toto? Vous vous souvenez? Je n'ai pas de souvenir, mais je pense les connaissant comme les deux? Je les connaissais, oui, il n'y avait pas ça devait se d'histoire, partager, oui. Ils étaient pas, Toto n'était pas l'homme en disant c'est moi qui conduis, elle... Non, ça je pense que c'était partagé. Voilà, donc ça c'est les courses en mini. Courses. Ensuite... Bon. Mais pendant ce temps-là, vous faisiez de la navigation? Pendant ce temps-là, je faisais aussi de la navigation quand il faisait beau. Ensuite, il y a eu une période où il a fallu travailler. Oh mince. Il faut toujours travailler à un moment donné. Donc, mon père m'a trouvé un job dans un laboratoire pharmaceutique à Paris, etc. Donc, j'ai travaillé une année sur Paris. Après, je suis redescendue sur Toulon parce que j'en pouvais plus. Et là, j'ai rencontré mon futur mari. Premier, number one, qui rentrait de faire son service militaire et qui avait énormément voyagé et qui aimait la mer, mais qui aimait la mer. Famille avait un vaurien, donc on tirait des bords dans la... C'est quoi un vaurien? Un vaurien, c'était une grande époque. Le vaurien, c'était vraiment, si vous voulez, la deux chevaux. C'est une marque? C'est un type de bateau. C'est un voilier. Combien de voiles? Un voile en contreplaqué marine. Une voile? Une voile. Une voile. Non, il a un foc. Mais c'est un petit bateau avec les gens faisaient des régates. D'accord. C'était les premiers pas de la démocratisation, je veux dire, du voilier. Et comment s'appelait son vaurien à lui? Alors il s'appelait Canoë. Canoë, qui est une banlieue de Saïgon. Parce que mon mari a vécu à Saïgon, partie de son adolescence. Et donc il avait donné ce nom de Canoë à son... Et ça s'écrit K-A ou C-A? K-A-N. O. Séparation, Oi, H-O-I. Donc on a pas mal navigué sur Canoë. Ensuite on est reparti sur Paris ensemble. Donc lui chez ses parents, moi chez mon père. Et donc de nouveau une année pas plus et on est redescendu sur Toulon. Alors là on a un peu tiré le diable par la queue parce qu'on travaillait pas trop ni l'un ni l'autre. On faisait des boulots mais bon. Et puis il y a eu des rentrées d'argent. Et on s'est acheté un premier voilier. Alors, il y avait quand même son frère François, son frère aîné, qui lui travaillait pour la Banque mondiale. Donc ça allait, et qui s'était acheté un dragon. Alors, un dragon, ça fait partie des séries de bateaux pour faire des régates. Requin, dragon, 6 mètres GI, 7 mètres GI. Voilà. Donc un dragon, faisait à peu près 9 mètres, c'est des bateaux sportifs, il n'y a pas de filière, il n'y a rien. Quoi. Oui. Et ça trace, là, c'est des courses, c'est des voiliers de course. Quoi. C'est pour faire des courses, des grandes régates. Donc ça, comme lui, il n'était pas là, qu'il travaillait en Afrique, nous, on naviguait avec ce dragon et on a bien appris tous les deux parce que... Ah, ça doit être très technique. Oui, c'est pas facile. Ouais. Certaines fois, quand on allait à Porquerolles, Porquerolles c'est tout près, hein, on s'attachait à l'intérieur. C'est ce que j'allais dire, oui. Parce qu'il y avait du vent, il y avait du Mistral, ça piolait, et on se faisait vraiment bien secouer, bien arroser. Et d'ailleurs, mais c'est bien parce que ça apprend aussi. Oui, chaque bateau, c'est comme une voiture finalement. Voilà. Chaque bateau. On apprend des choses. De là, on s'est dit tous les deux, ce serait bien de partir en bateau, de vivre en bateau. Ah oui, la vie en bateau, mais la vie en bateau, il faut quand même aussi, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Oui, ça se prépare. Et donc on a acheté un bateau à nous,
On a acheté une frégate. Les gens qui connaissent un peu, mais c'est vieux tout ça. Frégate sur le plan de l'architecte Herbulot. Alors, la frégate, c'était aussi un voilier de 9 mètres et quelques, en contreplaqué marine, donc très léger, et qui avait une cabine arrière. Oh, c'est le luxe, ça. Il y avait le cockpit, on descendait, un carré, et à l'avant donc une couchette, et à l'arrière une cabine arrière. Là, c'était... Ça faisait... Bon, à l'arrière, c'était là où on mettait un peu le débarras pour mieux vivre. Là, on a navigué quand même pas mal avec cette frégate. La Corse, la Sardaigne, toute la côte italienne, les îles Lipari. Bon, mais on avait acheté le livre des Glénans, puisque c'était la Bible, et on a vraiment appris les finesses dans ce livre-là. Personne ne ça nous existe, a... il existe encore? Il existe toujours. Oui. Il nous reste 7 minutes. D'accord. Donc ça a été les premières explorations. On s'est bien... On a vu des choses bien, c'était très agréable. Après la frégate, on avait décidé. On part. L'année prochaine, on part. C'est-à-dire sortir de la Méditerranée, explorer le vaste monde. Donc, vendre la frégate, ok, c'est bon. Et on avait trouvé à l'île Dieu. Et comment s'appelait la frégate? Elle s'appelait Lac Mer Noire. Wow. Parce que son nom auparavant, c'était Marie-Caroline. Ah oui, non. Et comme on n'a pas voulu Marie... Ben oui. Donc on a pris avec le Scrabble, c'est génial. On a pris les lettres et on a fait... Et alors quand on nous demandait, mais c'est quoi la C'est un anagramme bordélique en fait. Voilà. Oh, la mer noire, vous ne connaissez pas la mer noire? La mer noire, c'est une algue. C'est une algue très rare. J'aime bien les noms des engins. Donc la mer noire, c'était ça. L', mer noire. Oui, c'est un mélange d'acmé et d'obscurité. Donc c'était bien. Et là, on a trouvé à l'île Dieu un bateau, un voilier, toujours sloop, donc un mât et deux voiles, un foc et une grande voile, en acier, qui était le sister ship de bateaux de gens qui avaient navigué, dont on avait lu les livres. Ah, c'est beau. Voilà. Et donc, on a flashé sur ce bateau. On est allé chercher à l'île Dieu. Et il a fallu le ramener. Donc, on ne l'a pas du tout ramené en faisant le tour, parce que c'était en hiver, c'était en février. De l'île Dieu, on est allé à La Rochelle. Oui. De La Rochelle, on est rentré à Bordeaux. Ouais. Donc, tout ça, c'est très mauvais coin. Hein. Nous, quand on est passé, il y avait des coups de vent. Il y a un bateau qui a coulé dans un autre chenal. Il y a eu 3 morts. Enfin, on a vraiment, les parents étaient fous d'inquiétude parce qu'ils disaient c'est eux, c'est pas eux. Et on est rentré jusqu'à Bordeaux. On a dématé à Pauillac, où il y a du si bon vin. Et on est allé à Bordeaux. Et là, on s'est arrêté et on a pris le canal du Midi. Pour sortir. On peut faire ça, on peut enlever le mât et ça devient une péniche quoi. Et ça devient une péniche. Et on est sorti. Ah, c'est génial, ça je savais pas ça. Ah oui. Bon, c'est long le canal du Midi. Et il n'y a pas une question de quille, de fond, non? Si, mais c'est 2 mètres en général. Là, le bateau il faisait 1,50 m, donc c'était bon. Et on a ça doit être beau. Et on est sorti. Ça c'est un de mes rêves, c'est de faire le magnifique. canal du Midi. Alors maintenant, je ne sais. Maintenant, non. Parce qu'il y a toutes les pénichettes de location. Oui, mais c'est joli quand même. Mais le canal hors saison, avec ces grandes allées de platanes, c'est splendide. Hein, c'est vraiment une tranquillité, c'est d'un calme, c'est d'une sérénité. Moi, le canal du Midi, je l'ai fait 2 fois. Et des 2 fois, ça a toujours été... Un appel à la méditation. Alors, je voudrais revenir quand même sur une chose, c'est que on ne se lance pas à faire du bateau en mer comme ça. Il faut un minimum de connaissances. Il faut déjà savoir utiliser les cartes. Les cartes marines, bien évidemment. Maintenant, c'est fini tout ça. Il n'y a plus tout ça. Mais nous, à notre époque, oui, c'était ça. Et je me souviens en particulier de quelque chose qui aurait pu très mal tourner, alors que nous descendions la côte italienne. On avait décidé de faire escale à Ischia, à côté de Capri. Et on était à cheval sur 2 cartes. Donc on passe Capri, on arrive sur Ischia et on change de carte. Et on n'a pas pris la carte dans le bon sens. Et vous n'en êtes pas aperçu? Ben, pas tout de suite. Et on a commencé en disant, tiens, normalement, on doit suivre la côte nord. Donc, puis on voyait, parce qu'on voulait aller dans le port d'Ischia, qui est un port romain d'époque,
absolument rond, parfait, avec une petite entrée qui est merveilleux. Et puis tout d'un coup, on a dit, mais non, Ah là non, ça on va voit pas, pas, là, ah ça oui. ne correspond pas, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on a regardé la carte et on s'est vu qu'on avait, qu'on avait mis le nord à l'est. Donc on l'a retourné dans le bon Ah sens ouais. et on s'est rendu compte qu'on allait dans des endroits où qui étaient vraiment mal pavés, où il y avait des cailloux partout. Oh là là. Donc on a fait demi-tour immédiatement et on est reparti dans le bon sens et on a pu arriver à Ischia. Mais c'est pour dire que il suffit de pas grand-chose pour avoir Oui, pour y laisser son bateau et peut-être sa vie, quoi. Voilà, pour une bêtise de carte. Alors donc le bateau, donc c'était en février-mars, il faisait pas très chaud, on l'a amené jusqu'à Toulon et on devait partir en juillet-août pour un long voyage. On devait partir Méditerranée, ensuite canal de Suez, mer Rouge, etc. Entre-temps, quand même, mon mari, Bruno, avait passé son monitorat de plongée, ce qui nous permettait de travailler, lui, dans Ah le oui, de club gagner de plongée, l'argent. de gagner de l'argent. Bon. Moi, j'avais pas de monitorat, mais j'avais mon deuxième échelon, donc je pouvais le seconder. Je pouvais faire serre-fil. Et puis, voilà, accident de la vie, au mois de mai, mon mari m'a dit, ben moi je ne pars plus, j'ai trouvé quelqu'un, et puis voilà. Donc toi, tu t'es trouvée Donc en moi, rade, j'ai trouvé toute seule, en cas avec sèche. un bateau que j'avais bien mis en bain, poncé, etc., avec un projet qui tombait à l'eau, et tout qui s'est effondré. Bon, ça, c'est très mal passé. Enfin, c'est très mal passé physiquement, moralement, etc. Bon, on va pas revenir Oui, là-dessus. rupture. Il est parti d'un côté, il est revenu après en me disant je me suis trompé. Ben, j'ai dit oui, mais mon vieux, maintenant, moi je peux pas. Je peux pas parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé, et une brisure forte comme ça, avec des mots qui avaient été dits très difficiles, je n'ai pas accepté. Donc je suis partie. Je suis partie passer quelques semaines en Martinique. En Martinique, dans le journal, j'ai trouvé un job. Donc je suis rentrée en France, j'ai un peu mis mes affaires en ordre et je suis repartie en Martinique. Bon, ce job, j'ai travaillé 3 mois. Entre-temps, bien sûr, c'est là où il faut quand même reconnaître que c'est une chance. Enfin, c'est une chance, oui et non. Ma grand-mère, la mère de mon père, est décédée. C'est pas une chance dans la mesure où j'aimais beaucoup ma grand-mère et on avait vécu des choses fortes ensemble. Celle-là aussi, mes 2 grand-mères en fait. Et elle m'avait laissé un héritage pour moi. C'est-à-dire, sachant que mon père ne me donnerait rien, elle avait préparé pour moi, à la banque, de l'argent qui n'apparaissait nulle part, qui était en bon du trésor, et j'ai donc eu une certaine somme, ce qui m'a permis, une fois que j'étais en Martinique, sans que l'autre bateau soit vendu, de pouvoir me racheter un petit bateau pour moi. Ah, bien ça. Oui, ça j'ai eu des grands-mères qui m'ont Bien protégée. bien protégée de leur vivant et après leur mort. Donc je me suis acheté un petit bateau. Pendant ce temps-là... C'était quoi comme bateau? Alors c'était un chassiron 9 mètres. Et il s'appelait comment? Ah, je veux tout savoir. Il s'appelait Ocam. O-K-A-M. Ah, le Ocam. Alors ça c'est le grand Ocam. Mais il y a eu un petit Ocam avant. Ocam, ça vient d'un livre qui s'appelle Mer-Mer, M-E-R-M-E-R, dont l'écrivain, l'auteur, s'appelle Hugo Verlhomme, V-E-R-L-O-2-M-E. Et ça a été pendant très longtemps, je l'ai toujours d'ailleurs, je le lis, je relis. Mer-Mer, c'est un monde féerique, enfin c'est un monde féerique. C'est un monde, bon, il y a eu catastrophe sur la Terre, cataclysme, et ça, l'autre, etc. Et il y a des gens qui sont allés vivre sous les océans. Sous les océans. Voilà, dans la mer. Donc, ils ont créé des espèces. Ah, on doit le trouver encore d'occasion. Oui. Ah, oui. j'essaierai de le trouver Ah pour oui, le c'est un lire. livre magnifique. Enfin, comme pour moi, c'est ça et puis un autre livre différent aussi. C'est vraiment des choses qui sont pour moi très importantes. Donc, ils ont fait des bulles. Ils vivent dans ces villes sous-marines protégées.
Et quand ils veulent sortir, Mhm. on leur a greffé un petit appareil qui s'appelle un OCAM, qui leur permet de réveiller. Et ce mot de OCAM vient d'un japonais qui a participé à ce livre et qui s'appelait Monsieur Okamoto. Tu vois, Ah, toute d'accord, la... c'est génial. Donc j'ai appelé ce bateau OCAM parce que c'est un bateau qui allait me permettre d'aller sur les océans, de voir les dauphins, toute cette faune. Donc j'ai appelé OCAM puisque je l'ai acheté toute seule, Et lui, il faisait combien de mètres? 9 mètres. 9 mètres. Donc ça, j'ai acheté ça en Martinique. Puis là, bon, j'ai un peu travaillé pendant 3-4 mois et puis après, j'avais un peu d'argent, donc j'ai fait la fête. Bah, il faut faire la fête. J'avais quand même 35 ans. Bah Hein. oui. Donc, ton mari, enfin, notre mari fiche le camp à Bah 35 oui. ans, alors qu'on avait un immense projet, qu'on avait bossé pendant des années avec cette idée en tête, tout s'effondre. Bon, on revient, et puis tout d'un coup, on dit bon, allez hop, on va faire un peu la fête. Donc, j'ai fait un peu la fête. C'était très agréable. J'aime bien faire la fête. Puis à un moment, quand même, c'est trop. Alors, j'ai jamais touché à la drogue, mais je picolais pas mal. Ça, ouais, c'est ou l'un ou l'autre. Hein. On est ce qu'on est. Et là, j'ai rencontré un garçon plus jeune que moi, qui allait devenir mon second mari des années après. Et donc, on a navigué sur le petit Ocam. On a fait les Grenadines, on a navigué un peu dans le coin. Et puis, à un moment donné, on a dit, bon, maintenant, c'est bien joli tout ça, mais là, on se balade, l'argent file, on n'est pas rentier, donc il va falloir penser à autre chose. Donc, on a envisagé d'acheter un bateau plus grand pour faire d'abord du charter, pour remplir la caisse du bord, et ensuite partir, Panama, etc. etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais ça a pris quelques années. Donc on a vendu le petit Ocam, on a acheté le grand Ocam, qui était Là, tout est marqué dessus, toutes les caractéristiques, il y a juste à lire, vas-y. J'ai pas mes lunettes. Ah bah alors on peut le montrer alors à la caméra. Voilà. On va montrer à la caméra. Donc c'était un bateau sur lequel on pouvait prendre 2, 4, 6 personnes en charter. On l'a fait pendant un certain temps, puis on s'est rendu compte que c'était pas très agréable. Donc on s'est dit on va prendre 2 personnes, on sera 2 d'équipage, on aura 2 personnes et ce sera parfait. Et là on a gagné de l'argent et on s'est fait plaisir. Et puis on a eu la chance aussi de pouvoir travailler au Club Méditerranée de Martinique. D'abord, Didier a fait un remplacement de personnes qui avaient un voilier qui travaillait pour le Club Med, qui ont eu besoin d'un skipper le temps de leurs vacances, donc Didier les a remplacés. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit, bon, maintenant, nous, le bateau, il faut qu'on le mette en chantier, donc vous pouvez reprendre la place pendant un mois avec votre voilier. Et là, je peux vous dire que travailler pour le Club Med, ça À rapporte l'époque. beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, on s'est fait vraiment, parce que tout est fourni. Bien sûr. Tout est fourni, donc la nourriture, les boissons, tout est fourni. Et tout l'argent qui rentre, c'est que du bénéfice. Donc on a fait ça. Pendant combien de temps? Nous, avec notre bateau pendant un mois et avec l'autre bateau pendant 9 mois. Ok. Mais ça, on était à Pointé. Donc, Ensuite, on est descendu dans les Grenadines. Et là, on a fait du charter. On a fait du charter pendant 4 ans. Donc ça consiste. Alors, le charter, ça consiste à avoir des gens à bord, et faire l'hôtel, le restaurant et aller balader pendant 2 jours, 4 jours, 6 jours. 3 Le semaines, temps un qu'ils mois, commandent, le voilà. temps qu'ils commandent. Voilà. En général, on est vendu par des agences. Donc, on avait une agence en Martinique et on avait également une agence en France, donc, qui nous envoyait des clients. Donc, c'était l'agence en Martinique, c'était des clients de toute nationalité. On avait des Américains, C'est des intéressant. Canadiens, des Français, des Anglais. L'agence de France n'envoyait que des Français. Et on a fait ça. Donc, on travaillait finalement en gros de novembre à juin, juillet. Et après, on partait au Venezuela,
parce que c'était un pays qui n'était pas cher. Et là, on remettait le bateau à neuf. C'est-à-dire on refaisait la peinture, on faisait le carénage, on faisait tout. Parce que c'était en combien de temps ça s'use, entre guillemets, un bateau? Quand on fait du charter, ça s'use pas mal, parce que les gens ne sont pas très précautionneux. Et puis il faut que ce soit impeccable. Il ne faut pas qu'il y ait un éclat de peinture, il faut que la peinture soit nickel, il faut que le pont soit nickel, il faut qu'à l'intérieur ce soit propre comme tout. Alors, moi à l'intérieur, tout le bateau était blanc. Tous les coussins en blanc et tout. Wow. Et on me disait, mais tu rêves ou quoi? Pourquoi tu as mis tout en blanc? C'est salissant. J'ai dit oui, mais c'est lumineux. Et puis le blanc, tu mets dans l'eau de Javel, tout part. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que les gens sont un peu des cochons. Enfin. Ils descendent dans le bateau, ils ont les fesses mouillées, trempées d'eau de mer, ils font pas attention, quoi. Ils feraient pas ça chez eux. C'est vrai que le blanc, c'est pratique. Ça a l'air dangereux, mais c'est pratique. Hein. Alors, donc j'avais 2 jeux de housse, et quand on avait des charters qui se succédaient, ça partait au lavage avec de l'eau de Javel et ça sortait toujours impeccable. Donc on avait un bateau avec l'intérieur blanc, et c'est vrai que ça faisait toujours un peu tout est blanc, mon Dieu, et que c'est joli, c'était décoré, etc. Donc on a fait ça pendant 4 ans. Puis un jour, moi j'ai dit, bon maintenant il y en a, ça va, quoi. On va aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, parce que faire du charter, c'est pas vraiment... Bon, c'est agréable, on rencontre des gens. C'est rentable, mais c'est plus du très voyage. Joli comme endroit. C'était un bel endroit, c'est magnifique. C'est une sacrée contrainte. Voilà. Alors, elle dit, bon, on va partir, on va passer Panama. Et on est parti, donc on avait des copains qui étaient partis aussi, mais eux qui n'ont pas passé Panama, qui sont arrêtés avant. Parce que Panama, c'est un, comment dirais-je, c'est une serrure. Quand on va à Panama, pour passer le canal et passer dans le Pacifique, quand on est à Panama, on peut encore faire demi-tour. On peut revenir dans les Grenadines, on peut revenir facilement en Europe. Bon. Quand on a passé Panama, qu'on est face au Pacifique, ben, y a... Bon, à moins de repasser Panama, évidemment, mais quand on est lancé dans le Pacifique, on y va, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire demi-tour. Donc on est obligé, et là c'est l'immensité. On a rencontré des personnes, des navigateurs, des voileux, qui avaient beaucoup navigué, mais qui ont eu cette... Qui n'ont pas pu passer. Non, qui ont fait demi-tour. Ah, c'est marrant. Moment. Pourquoi? La peur, l'appréhension, l'inconnu? Oui, l'inconnu, c'est trop. C'est trop, le Pacifique, oui, d'accord. Mais bon, première escale, si on peut s'arrêter au Galapagos, mais bon, sinon c'est les Marquises, et c'est vrai que c'est loin. C'est loin. Oui, il faut savoir naviguer, là Oui, mais c'est de la navigation facile, c'est de la navigation au portant. Enfin, pour moi, c'est pas les 40e bougissants, c'est pas la Patagonie, c'est pas... Je veux dire, on a fait le tour du monde, dans des conditions extraordinaires. On a fait ce que l'on appelait, ce que les Anglais appellent la tournée du laitier. Ok. Voilà, parce que effectivement, si on passe au bon moment, si on choisit la bonne saison, et si on ne va pas trop flirter, et si on sait naviguer, et je parle naviguer avec carte papier, là pour le coup, oui, tenir son estime toutes les 2 heures, faire son point au sextant, voilà. L'électronique, non, il n'y en a pas. S'il y a un lock, c'est l'enregistreur, donc le lock, c'est on fait tant de nœuds, tant de milles, donc c'est comme un compteur kilométrique. Okay. Voilà. Donc avec ce lock, on sait que là, on part de quelque chose avec un point, on sait qu'on était là, donc 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après, et c'est important, parce que si on est pris dans un orage, ou dans un coup de vent, ou dans un banc de brume, où on ne voit plus rien, ben on sait d'où on vient, on sait à peu près. Voilà. Oui. Quand ça c'est un se lève, repère. Voilà. Et quand ça se lève, bon, on se recale avec le sextant. Je veux dire, on n'est jamais perdu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme me disait une amie,
Elle me dit, mais toi, tu es un dinosaure. Je dis, oui, je suis un dinosaure, mais attention, moi, je ne suis pas une grande navigatrice. Moi, j'ai fait des choses faciles, j'ai fait bon, c'était la mer. Moi, j'aime être au milieu de l'océan avec rien autour. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Mais je veux dire, on n'a jamais cherché la difficulté, on n'a jamais cherché Oui. les extrêmes du tout. On a choisi nos saisons et on a pris du plaisir. Mais maintenant, avec toute cette électronique, c'est sûr que n'importe qui peut le faire. Sauf Mais s'il n'a pas de carte, si l'électronique tombe en panne. Mais si brutalement, et c'est arrivé, Exactement. j'ai eu des exemples, si brutalement, pour une raison ou pour une autre, il n'y a plus de courant, Mhm. les batteries ne fonctionnent plus, si tout d'un coup, il n'y a plus d'électronique, les Ils gens sont sont perdus. perdus Ouais. parce qu'ils avaient leurs traces sur la carte électronique, ils avaient tout leur machin, mais si ça n'existe C'est plus, le chaos, quoi. mais où sommes-nous? Nous sommes partis depuis tant de jours, de tel endroit, on est sur la route de là, mais où sommes-nous? Donc là, c'est un appel à reprenez vos cartes si vous voulez naviguer, réapprenez le sextant, réapprenez à naviguer en somme. On n'a jamais laissé nos cartes, on a toujours eu nos cartes, on les a gardées, toujours. Et les gens que l'on rencontrait à cette époque-là, tout le monde avait des cartes, et des cartes pour le monde entier. On savait ce qu'on allait faire, donc on commandait en France les cartes qui sont très bien, c'était le show, enfin ça existe toujours le show, mais maintenant ils font quasiment plus de cartes parce qu'ils n'ont plus de vente. Ah, c'est fou ça. C'est très dangereux en fait. Alors il y avait donc les cartes, les grands routiers, les cartes Oui, de comme détail. la navigation aérienne. Voilà. C'est le même principe. Il y avait aussi les pilotes charts, Mhm. des choses américaines, mois par mois, qui donnaient par petits carrés les distances, enfin la direction du vent, avec le pourcentage, les calmes et tout. Donc on naviguait avec ça. Mhm. On avait ça en main. Oui, c'était un Maintenant, il n'y a outil. plus rien. Ouais. Alors, des gens te disent, oui, mais moi, on navigue. Oui, vous naviguez, mais priez le Seigneur Ouais, qu'il se passe rien. de ne pas avoir de problème. Et en plus, les cartes électroniques, c'est très bien. Mais déjà, entre ici et le Belize, eh bien, il y a des endroits. C'est pas cartographié au millimètre près. Ah, il y a des zones. Voilà. C'est comme Google Earth, souvent. Voilà. C'est pas. Donc, on a eu des exemples de personnes qui, alors le pilote électrique évidemment, parce qu'on ne barre plus ni rien, on met son pilote électrique, on fait sa route, tac, 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 et voilà. Et ils se sont retrouvés plantés sur un caillou. Parce que sur la carte, il n'y avait pas de caillou. Ah, bah oui, oui. Enfin, sur leur carte électronique, il Il n'y n'y avait avait pas pas de de caillou. caillou. Mais la carte, c'est pas Et la puis le terre. caillou, il peut bouger peut-être aussi. Oui, bon, mais Non. Et oui. donc, mais comment ça se fait? Je me suis échouée, mais pourtant sur ma carte, je dirais pas le nom, on peut pas faire de publicité. Il n'y a rien là. Ben oui, il n'y a rien. Mais il y a quelque chose. Ouais, mais il y a quelque chose. Alors il faudrait peut-être un peu regarder. Nous, on a navigué dans le corail, dans des endroits où il n'y avait pas de carte. Didier était dans les barres de flèches. Donc, premier étage. Un mât, ça a des barres de flèches. Ça, c'est les barres de étages. travers, voilà. C'est ce qui permet au banc d'être écarté pour tenir le mât. Oui. Donc, il montait au premier étage de barre de flèche, on Ouais. avait 2 étages. Il se mettait là. Moi, j'étais à la barre. Ah, d'accord. Et à l'œil, donc dans les Tu atolls. disais là, à il me droite, disait à droite, à gauche, tout droit, là, et on naviguait comme à ça. vue. À vue. Comme un avion où, quand il n'y a plus d'électronique, il faut piloter à vue. Ben quoi. voilà, parce que là, il y avait Au rien. pifomètre, mais le pifomètre. Là, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de carte de détail. Là, je parle au milieu de l'océan Indien, il n'y avait rien. Ah ouais. On a appris à naviguer. Ah, c'est comme ça. passionnant. C'est passionnant. Alors maintenant, c'est sûr que, parfois, quand j'écoute les nouveaux navigateurs, moi, je préfère ne rien dire. Oui, bah oui. Oui, parce que c'est un autre monde, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que, Ou sinon, vous passez pour un vieux dinosaure réactionnaire. Voilà, mais c'est ce que je suis. C'est pas marrant. mais c'est ce que je suis, mais pas- j'en suis fière et je dis, moi, j'ai navigué autour du monde avec les moyens du bord. On n'avait pas d'enrouleur sur le bateau, c'est-à-dire que la voile d'avant, on avait 2 voiles d'avant, Ah on oui. avait un foc, enfin
un génois et une trinquette. Donc on avait deux mâts. Donc on avait un artimon à l'arrière. Moi j'aime beaucoup le ketch parce que c'est pratique à naviguer. Donc on avait une voile d'arrière, on avait un grand mât avec une grande voile, et à l'avant on avait deux étais, un tout en tête du bateau et un au milieu, avec un génois et une trinquette. Mais c'était pas sur enrouleur. Fallait enrouler à la main? Non, on n'enroulait pas, on affalait et on changeait la voile. Ah, dis Donc donc. on avait des voiles dans des sacs, et quand le temps commençait un peu à être un peu difficile, on affalait le grand génois, Ouais. on le mettait vite, on le ferlait pour pas qu'il le vent prenne, et on endraillait mousqueton par mousqueton l'autre voile, et après on la hissait Waouh! au winch. Mais on n'avait pas des winches électriques, on avait... Bon, c'était Très physique. c'était physique, mais c'était bien. Enfin, moi j'aimais. Et donc ça, c'est le Pacifique. Ça, c'est le Pacifique. Mais C'est tout le temps, c'est partout. C'est partout. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui à Panama s'arrêtent, parce que le Pacifique c'est grand, parce que c'est un peu l'inconnu. Alors nous on a passé Panama, moi j'étais ravie, le canal de Panama avec tout ce qu'il y avait, et puis on est parti sur les Galapagos. Alors c'était surveillé, mais pas du tout comme maintenant. Et on a pu, en truandant, en allant dans des îles où il n'y avait pas trop de... On a pu rester quasiment 3 semaines aux Galapagos en changeant d'île. On a rencontré alors, des pêcheurs de langoustes qui allaient avec un narguilé. Alors, le narguilé, ils mettaient... c'est pas des bouteilles de plongée, ils ont un compresseur dans leur bateau. Ah, qui envoie de l'air. Et eux, ils ont un tube. C'est ça. Alors, Didier, comme dans Jules Verne, quoi. Voilà. Donc Didier partait avec les pêcheurs, moi je restais dans là. Moi j'ai joué avec les otaries, les bébés, enfin les jeunes otaries avec masque, tuba, etc. C'est des moments extraordinaires. Les jeunes otaries qui jouent avec vous comme si vous étiez une otarie. Ah, c'est génial. Qui vous arrivent dessus, ils vous touchent pas. Non, mais c'est un copain de jeu, quoi. Ils arrivaient de la profondeur, et hop, ils remontaient le long de mon corps, comme ça, on était les yeux dans les yeux, et ils sautaient, à mourir de rire. Donc on a connu ça, on a connu aussi, là-bas au Galapagos, des jeunes qui faisaient des relevés pour les courants, donc ils mesuraient tout, donc ils sont venus à bord. Nous, on était totalement illégaux, hein, on n'avait aucun papier, on n'avait aucun droit d'être là. Et puis, au bout d'un certain temps, on est quand même allé faire notre entrée à la ville où on le faisait. Ils nous ont donné, ils m'ont dit, vous avez 72 heures. On a dit, oui, on a des problèmes de moteur. Oui, ça me rappelle Adrienne Bolland, ça, avec les pannes de château. Oh, j'ai un problème de moteur, il faut que je me pose. Là. Il y a un joli parc. Pas le droit non plus. Mais bon, alors d'accord, mais il va falloir que vous fassiez une excursion avec un... Ah, bah oui. On a dit, mais oui, bien sûr, on va faire une excursion. Donc on a fait l'excursion, on a fait une belle excursion. Avec un bateau, des pays, il faut faire marcher un peu le bah oui, c'est normal, business, le commerce. Du coup, on est resté 3 jours là, et après on est reparti encore dans des îles un peu perdues. On a encore fait une semaine dans un endroit c'était la baie du Courrier. Alors la baie du Courrier, pour les vieux navigateurs, c'est un lieu mythique, la baie du Courrier. C'était un endroit où du temps des voiliers, des grands voiliers, et des pêcheurs, des chasseurs de baleines et tout. Il y avait une baie, une grande baie, elle est toujours, j'avais des photos. Il y a donc en bois, comme une boîte, on met les lettres, la baie du Courrier. Et là, vous mettiez votre courrier, et le bateau qui venait après ouvrait, regardait, et disait, oui, tiens, là, je vais y passer, donc je prends. Ah, comme une sorte de boîte à livres. Voilà. Ah, c'est beau. Ça se faisait. Et ça se faisait c'est encore. Très romanesque. Ça se faisait encore quand nous y sommes passés. C'était extraordinaire. Parce que tous les anciens navigateurs, tous les précurseurs, Alain Gerbeau, Moitessier, Slocum, tous ces gens-là qui sont passés au Galapagos, parlent de la baie du Courrier. Et vous en avez croisé des légendes comme ça de la mer? Non. Ils étaient morts. Et non. des plus jeunes, non? Non.
Non, on ne les a pas croisés. Ce qui était de notre génération, c'était Antoine, mais on ne l'a pas croisé parce qu'il c'est vrai, oui. n'était pas en même temps que nous. Et voilà, donc nous sommes restés à la baie du Courrier encore un moment. Et après, on est parti sur les Marquises. Et on a fait 21 jours de navigation. Moi, j'ai adoré. Et quand on est arrivé au large des Marquises, j'ai dit quel dommage que ça se finisse déjà. Moi, je partirais bien, je continuerais bien. Mais bon, mais il faut s'arrêter parce que on va aller où après? Je veux dire, les Marquises, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et il est très difficile de faire demi-tour parce qu'on se retrouve les courants, avec le vent en face. Et puis le vent est en face. Donc là, en fait, il faut redescendre après. Comment on fait? Alors, nous, on est resté aux Marquises. On est resté 2 mois aux Marquises. On a fait plusieurs îles. On est descendu sur les Tuamotu. On est resté encore un certain temps. Et après, on a fini donc en Polynésie française, les îles sous le vent, à Raiatea, parce que nous avions des personnes que nous avions eues en charter 2 fois dans les Grenadines, qui nous avaient dit « on vient vous voir en Polynésie ». Et donc, ils sont venus de nouveau faire du charter avec nous en Polynésie. Donc, Raiatea, Wainé, Bora Bora. Et ça, c'était en quelle année? Pas très forte, moi, pour les années 90. D'accord. Oui, c'était pour avoir un... 90, voilà. Donc ces gens-là ont refait avec nous. Ils sont restés 3 semaines. C'était des pharmaciens de la région de... c'était pas La Rochelle, je crois que c'était Rochefort, quelque chose comme ça. Des gens sympathiques qui se sont éclatés avec nous. Alors oui, ce bateau, oui, il avait une spécificité quand même. Alors je voudrais revenir, donc, puisque nous sommes arrivés en Polynésie, première grande étape, je voudrais revenir sur notre voilier qui s'appelait Ocam, le même nom que le petit, mais on a gardé le même parce que c'était un nom qui nous plaisait. Donc Ocam, c'était un voilier en acier choupé. C'est-à-dire? C'est une protection spéciale pour éviter le plus possible la rouille. Ah, c'est un vernis en fait, c'est une sorte non, de... c'est fait au chantier et c'est une peinture à base de zinc. Ah oui, c'est comme une sorte d'électrolyse. Voilà, c'est ça. Je pense à l'électrolyse en gravure. Il y a plusieurs façons de... C'est du choupage, on dit? C'est du choupage. Il y a plusieurs façons. C'est mignon. Il y a les choupa-choup et il y a les choupa-choup. Choupage. Il y a plusieurs façons donc de chouper un bateau. Et nous, on l'avait fait refaire quand on était au Venezuela, on avait fait refaire tout un grand chantier et il avait été fait parfaitement bien dans ce chantier du Venezuela. Donc c'était un troll, disons que ça, c'est un troll. L'architecte c'était Langevin, qui était un architecte très connu dans ces années-là. Donc il n'y avait pas de jupe. C'est-à-dire mais à l'arrière, le truc là. Voilà, l'arrière, il n'y avait pas la jupe pour pouvoir se baigner. Le ponton extérieur. C'est ça. Mais il faisait 1,80 m de tirant d'eau. C'était un voilier qui marchait bien, qui était bien équilibré avec les voiles. Et on avait un pilote électrique. Mais les pilotes électriques, ça consomme énormément de courant. Donc on avait bien 2 éoliennes, une grande, Windbugger, et une petite. Mais je veux dire, c'était quand même trop énergivore le pilote électrique. Donc on avait investi dans un régulateur d'allure. Le régulateur d'allure, c'est quelque chose, vous avez une pale qui va dans l'eau, il y a un système d'engrenage et un aérien. Et le nôtre n'était pas relié à la barre parce que c'était un hydrovane. C'est quelque chose de magnifique, les hydrovanes en régulateur d'allure. Et c'était en fait le petite pale qui était dans l'eau, reliée à cet aérien, qui conduisait le bateau. C'est-à-dire que l'aérien, en tournant dans le vent, faisait marcher la pale qui était le gouvernail. Ah, c'est magique. La barre était bloquée au neutre. Oui. Donc c'est le vent qui décidait. Voilà, le gouvernail du bateau était au neutre. Et c'était ce petit gouvernail arrière qui était tout à l'extrémité avec sa pale
qui faisaient marcher le bateau. Et c'est une invention de qui, ça? De qui date de quand? C'est très ancien. C'est ancien. Alors il y a eu différents modèles de régulateurs d'allure, mais là c'était vraiment très bien parce que très souvent les régulateurs d'allure autrefois travaillaient avec des drosses reliées au gouvernail du bateau. Donc ça encombrait, c'était pas facile. Tandis que là, non. Pardon. Gouvernail au neutre, et c'était ce petit aérien qui On a le droit de s'arrêter. qui gouvernait le bateau. Voilà. Et on a quasiment jamais barré. Ok. Donc, on Et donc surveillait. ce périple jusqu'aux Marquises, et comment vous revenez en Europe? Vous êtes revenu comment en Jamais. Europe? Jamais. Vous êtes reparti dans l'autre sens? Non, on a continué. Donc on est allé aux Marquises. Après on est descendu Tuamotu. Et vous avez fait la Chine. Chine, le Japon, tout ça? Non. On est resté, on est descendu là. Après, on a continué. Donc, de Polynésie française, on est parti vers l'océan Indien. Mais avant, on a quand même. Bon, il y avait les Fidji, il y avait les Samoa, il y avait le Vanuatu. Alors, il y a aussi le fait que nous avions déjà un perroquet à bord. Or, un perroquet à bord, ça veut dire que de nombreux pays n'acceptent pas. Ah. Il y a des interdits. Et oui, ce sont les des chats, animaux les chiens protégés. aussi, hein. Donc Ah il faut des documents. Bon, nous, c'était pas grave parce que quand on s'est fait contrôler, on disait oui, mais le perroquet, il est dans sa cage. Bon, il était dans sa cage quand les autorités venaient, parce que le perroquet, sinon, on fermait la porte de la descente pour pas qu'il s'envole dehors et qu'il soit emporté dans un coup de vent. Mais dans le bateau, il était en liberté totale. Il n'avait pas les ailes coupées, il n'avait pas les plumes des ailes coupées. Il vivait avec nous. Mais quand les autorités venaient, on le mettait vite dans sa cage, on fermait la cage avec un cadenas, on disait oh non, il risque rien, il est bien enfermé. Ils ont peur qu'il transmette des maladies. Ah oui. Voilà. En fait, c'est pour ça. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas ces animaux-là, mais c'est parce que dans ces Et îles, effectivement, ça transmet. ça Ah, peut- c'est vrai que dans les, Oui. dans les îles, oui, c'est dangereux. Donc les chiens les Ah chats oui. peuvent véhiculer la Ah rage oui, oui, ou oui. d'autres maladies. Les oiseaux, alors c'est un petit peu aussi les oiseaux qui volent, les oiseaux migrateurs, tous ces oiseaux qui Bah, vont c'est pareil. de pays en pays, Oui. ils peuvent C'est transporter au même des titre. maladies. Alors les États qui sont extrêmement draconiens pour les oiseaux que l'on amène en bateau, parfois c'est un petit peu exagéré. En l'occurrence, je pense à l'Australie. Ah oui. L'Australie, je crois que c'est 6 mois de quarantaine. Ah oui, d'accord. Donc, Ouais. on oublie. Ouais. Donc, nous ne sommes jamais allés en Australie. D'accord. Nouvelle-Zélande, Australie, il y a des tas de pays où on n'a pas mis pied parce que. Non, ça va. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc on À a cause du continué, perroquet. après la Polynésie, donc on a continué donc vers toutes ces îles. Le Vanuatu, qui était une ancienne île, un ancien archipel franco-anglais, où ils parlent une langue assez amusante qui s'appelle le Biche-Lama. Ah, le biche lama. Alors, Non, ce ne sont pas des bisous au lama, c'est quoi alors le biche lama? Alors ce sont des mots anglais ou français mis les uns à côté des autres. Ah oui. Moi, toc toc, biche lama. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Moi, toc toc, biche lama. Ça veut dire que moi, toc toc, je parle, biche lama, biche lama. Moi, Moi, toc toc, ah, anglais. c'est super. Voilà. D'accord. Et ce sont des papous. Mhm. Donc la population est papou. Donc c'est pas les beaux Polynésiens. Non, ce sont ce sont les ancêtres des guerriers Ils sont vraiment très aborigènes en fait. Et ils portent encore, alors pas en ville, il y a des concerts Ah, encore encore. le protège-sexe en bois? Ça s'appelle un étui pénien. Voilà, mais c'est très, très... Bah, ils ont raison. Et alors l'étui pénien est long comme ça Voilà, oui. parce qu'ils le coincent dans leur ceinture. Ah, oui, ça, je l'ai pas- vu, ça, dans C'est pas certains. parce qu'ils ont un zizi. Non, C'est parce qu'ils mais le c'est plus coincent. pratique qu'il soit long aussi.
c'est trop court, ça tient pas dans le... Donc, ils ont une espèce de... Ils n'ont pas de pagne. Une ceinture. Ils ont une ceinture, en général, bon, qui est tissée avec les fibres. Il peut y avoir des coquillages dessus, enfin, il y a de la décoration. Et donc, l'étui pénien, qui est enfilé... Qui sert à protéger. Oui, qui est remonté et qui est coincé dans la ceinture. Voilà, l'histoire d'étui pénien. Mais ils sont... ils font un peu peur, ils ont un visage un peu... Oui. Avec des yeux très enfoncés. Voilà, et puis des grosses lèvres, des pâtés. Vraiment aborigènes. Pour nous, ils sont laids. Bon, pour eux, c'est nous qui sommes laids. Bah oui, bien sûr. Relativiser. Mais ils sont adorables, ils sont très gentils, ils sont vraiment... moi, je me souviens à Port-Villa, j'étais allée m'acheter une robe, alors les robes mission, parce que bien sûr, les missionnaires sont passés, ils ont habillé les femmes, avec ces fameuses robes mission, avec les manches à la cheville, etc. Et moi, je me suis acheté une robe mission, parce qu'elles étaient très jolies, très jolie, en jaune, avec des rubans et tout. Et dans la boutique, je l'ai passée, et je l'ai gardée. Et je suis descendue dans la rue comme ça. Alors, pour les gens, comment dirais-je, pour les... Allez, soyons pas bien. Pour les Blancs. Eh ben, soyons directs, francs. Voilà. Pour les Blancs habitants là, ah oui, ça ils m'ont regardé avec des une yeux hérésie. absolument exorbités, bien sûr, en disant, oui. mais ça doit pas se faire, ça. Non, ça ne va pas. Mais en revanche, toutes les femmes que j'ai croisées... Elles devaient être drôlement contentes. Hein. Elles me regardaient. Elles tendaient le doigt. Vous aviez osé. Elles étaient là. Elles venaient vers moi, souriantes, pour m'attraper, pour... Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça... Je l'ai pas fait beau, exprès, ça. hein. Je ne l'ai pas fait exprès, mais... Bon, moi, j'ai dit, je vais mettre la robe quand même. Bah oui. Mais ça a été dans la rue que j'ai descendu. Et elle devait être contente. Et Didier ne m'a pas reconnue parce que j'étais avec tout un groupe bon, pourtant j'étais blonde avec des cheveux longs et pas frisés. Et j'étais entourée par tout un groupe de ces... elle devait être contente, oui, parce que tu... Oui, parce que j'étais quand même. Et Didier ne m'a pas vue, mais je dis, je suis là. Parce que ce sont quand même... Moi, je ne suis pas grande, hein, je mesure... Ah, elles étaient plus grandes que vous. Elles étaient beaucoup plus grandes que moi. Ah oui. C'est des peuples un peu... Assez massifs. Assez costaud, assez grand. Et... Bon, je dis, je mesure 1m60, donc c'est pas difficile d'être plus grande que moi. Mais ça, c'est un souvenir assez extraordinaire de ces femmes. Communion. Voilà, qui étaient ravies que je porte une de leurs robes et que les blanches me regardent d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'elle est celle-là à mettre... Voilà. Je m'étais autochtonisée. C'est ça, c'est un joli mot, tiens, s'autochtoniser. Mais c'était très bien. J'ai trouvé que c'était un bon moment. Oui, ça fait partie des moments où on est heureux. Voilà, un moment de bonheur, un moment de plaisir. Donc, alors la Polynésie française, nous sommes restés 6 mois saison des cyclones. Oui. Donc on ne navigue pas quand on peut. Pendant la saison des cyclones, on évite parce que c'est pas la peine d'aller chercher les ennuis. Donc on est resté, on était à Raiatea, donc on a rencontré des gens bien, des gens moins bien. Bon. Mais c'était une belle escale à Raiatea. Les Polynésiens, on a remonté une rivière un jour, pas avec le gros bateau, parce qu'il n'y avait pas d'eau, mais avec l'annexe. On a remonté une rivière où il n'y avait vraiment pas beaucoup d'eau. À un moment donné, quand on est arrivé, il n'y avait plus d'eau. On a laissé l'annexe, là, accrochée à un arbre. Et dans un champ, il y avait un monsieur qui ne parlait pas, un haïtien, qui ne parlait pas un mot de français, on lui a demandé, et on a continué, nous, le chemin, à pied dans l'eau. Et quand on est redescendu, dans notre annexe, on avait une annexe en aluminium. Elle était pleine de fruits et de légumes. C'est pas vrai? C'est gentil, gentil, de fruits et de légumes. Des bananes, des mangues, des soucis. Ah, dis donc, c'est beau. Ça croulait. Et c'était cet homme monsieur qui faisait un peu aussi un peu... oui, il était un peu... il parlait pas, je ne sais pas s'il était muet ou quoi, mais enfin bon, il parlait pas notre langue du tout. Il était un peu brut de décoffrage. Il nous l'avait rempli. C'est fou. C'est gentil. On a dit merci, mais on a dit... tu veux quoi? Oui, en échange de quoi? Ah non. Ah, c'est beau ça. C'était beau.
Et après, on a eu, donc à bord, on a eu des gens qui sont venus aussi, des Polynésiens qui habitaient là, des Rayatéens, avec une petite fille ravissante, petite métisse qui devait avoir 2-3 ans. Elle était belle, elle était belle. Et ils m'ont dit, bah, si tu la veux, on te la donne. Et oui, mais ça se fait beaucoup Mais là-bas. oui, non, c'est vachement gentil, mais bon, Parce que ben, si on te la veut. on te la donne, on fait les papiers, on te la donne. Ah, dis donc. On n'est pas les parents, on est les grands-parents, mais on la garde chez nous. Alors ça, sur l'histoire de la Polynésie et des enfants, là, il y a des choses à raconter. Mais c'est plus de la navigation, c'est C'est de l'ethnologie, là. Oui. C'est de l'anthropologie. Voilà, on te dit, si tu veux, Violette, ben, on te la donne. Tu n'as pas d'enfant, donc on te donne... C'était une beauté. On a dit, non, on ne peut pas. Et on a su, alors, pourquoi, souvent, des enfants étaient comme ça élevés. Alors, soit les parents, tous leurs enfants sont adultes, donc ils se retrouvent sans enfants à la maison. Donc un de leurs enfants leur donne un enfant, parce que c'est bien d'avoir un enfant. Donc il y a ce côté-là, tu n'as pas d'enfant, c'est pas possible, il te faut un enfant. Il faut que tu aies un enfant. Pour eux, c'est une maison sans un enfant, ça ne va pas. Alors il y a ce côté-là, et puis il y a le côté aussi où il y a quand même beaucoup de viols et beaucoup d'inceste. Ah, bien sûr, comme c'est des communautés fermées. Donc on sait et pas, les enfants des incestes... Ça gêne, enfin, il faut pas les voir, quoi. Donc moi, on m'a dit, tu sais, Violette, c'est peut-être une petite fille de père et fille, quoi. Je dis, de toute façon, elle ne prendra pas, on ne peut pas, nous, on a encore navigué pendant des années, on ne peut pas se charger d'un enfant. Si on prend un enfant, c'est pour lui donner une éducation, une instruction, c'est pas pour lui imposer notre mode de vie tout à fait nomade. Oui. Mais ils m'ont dit, voilà l'explication. Et on a connu des gens, en revanche, des Français. Alors elle ne pouvait pas avoir d'enfant, donc elle a adopté un enfant d'une famille. C'était un garçon. Et les parents de ce garçon, donc ils en avaient d'autres bien sûr, ils ont dit, mais tu ne peux pas avoir qu'un enfant. Alors, bon, ben écoute, le prochain enfant que je fais à ma femme, si c'est une fille, c'est pour toi. Et ça s'est passé comme ça. Ah, c'est génial. La femme accouche, il appelle donc nos amis, viens vite, viens voir ton bébé, il est arrivé. Ah, c'est extra. C'est beau. Oui, c'est naturel. Il n'y a rien de... Alors les papiers et tout, mais tout ça, ça marche très bien. Il n'y a pas de quiproquo, l'enfant est à toi. c'est génial. Voilà. On va te faire un enfant, tu ne peux pas rester sans enfant. Alors je ne sais pas comment c'est maintenant. Oui. Et ça, c'était, oui, 90, 92. Ouais, presque 40 ans, oui. Je ne sais pas si c'est toujours pareil. Je pense que malheureusement... Ça a dû changer. En plus, ne serait-ce que parce que maintenant, avec toutes les histoires de pédophilie... En plus, ouais. Là, c'est dramatique, là. Ça peut être... Oh là là. Vous donnez un enfant, bon, nous, pour en faire quoi? l'enfant, on aurait fait comme un... Vous l'auriez aimé, bien sûr. Mais d'autres peuvent venir là pour faire du trafic et prendre des enfants. Enfin, donc ça, c'est encore une autre histoire, c'est autre chose. Mais là, à cette époque-là, et on serait resté sur place pour une raison ou pour une autre, on se serait installé... on m'aurait donné un enfant, parce que non, une maison sans enfant, c'est pas possible. Tu peux pas avoir d'enfant, mais moi je vais t'en faire un. Et une fois ce périple accompli, là il a bien fallu que vous repartiez vers... Non, on a continué. Et vous Toujours. On a continué. Donc après on est arrivé donc le Vanuatu. Le Vanuatu, il y avait l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec un petit détroit qui s'appelle le détroit de Torres. Qui est très connu chez les gens de la voile, parce que c'était un endroit périlleux, autrefois encore plus, quand il n'y avait pas l'électronique. Maintenant, ça l'est beaucoup moins, mais bon, c'est la grande barrière de corail de l'Australie. Il y a une échancrure, il faut la trouver, cette échancrure, et après, il y a un canal qui fait qu'au bout, on débouche dans l'océan Indien. On passe vraiment entre le haut de l'Australie et le bas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est comme ça. Et on débouche sur la mer d'Arafura, qui est le précurseur de l'océan Indien. Et ça, Détroit de Torres, c'est aussi c'est des grands moments, il y a des grands passages comme ça. Il y a Panama, il y a Torres. Bon, beaucoup moins maintenant, parce que maintenant c'est beaucoup plus facile. Mais Torres, on est resté, on a explosé une voile.
Bon, c'était des voiles qui n'étaient plus très jeunes, donc il y a une couture qui a un peu lâché. Donc toute la voile s'est déchirée, la grande voile. Et, et comme une chose ne va jamais seule, quand Didier a voulu mettre le moteur pour démarrer, pour qu'on puisse prendre un mouillage à l'abri, il y a une clavette qui a lâché, on s'est retrouvé un peu dans le souci, donc on a mouillé en catastrophe, etc. Mais on a tout refait, moi j'ai reprisé la grande voile. Et dans le détroit de Torres, à cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, tous les jours, il y avait les avions des gardes-côtes australiens qui passaient. Et nous, ils nous ont vus, ils nous ont appelés avec la radio, avec la VHF, en disant, avez-vous un problème? Avez-vous besoin d'aide? Qu'est-ce qui vous est Très vigilant, là. Ah oui. Et Didier a expliqué qu'on avait explosé la voile, bon, qu'on était là, que le mouillage était bien, qu'on n'était pas du tout en perdition, qu'on allait recoudre et que sans doute le lendemain on pourrait repartir. Ils ont dit très bien, si demain on repasse et si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le nous, on vous aidera. D'accord. Ça c'était bien. Alors il y a une chose aussi que je voudrais dire par rapport aux nouveaux navigateurs, c'est que nous à cette époque-là on n'avait pas de radio, on n'avait rien. Quand on était au milieu de l'océan, alors oui il y avait la possibilité de la BLU, mais nous n'avions pas de BLU. C'est-à-dire que quand on quittait la civilisation, quand on quittait un port, ouais. bien, entre ce port et le suivant, Il n'y avait rien. il n'y avait rien. Waouh. Ah, la vraie liberté, C'est- le vrai voilà, silence. voilà. Pour moi, c'est la vraie Mais liberté. moi aussi. Mais moi C'est parce aussi. que aujourd'hui c'est dramatique avec toutes ces applications. En fait, ils veulent être seuls, mais ils supportent pas la solitude. Non, mais C'est, s'ils n'ont pas... pour moi, la navigation, c'est la solitude. Ah, maintenant, ils ont des routeurs, les gens. Oui, ben C'est-à-dire oui. qu'il y a quelqu'un à terre Mhm. qui regarde les météos, Oui, comme en les avion. ceci, et ça, et qui Qui leur leur dit, dit, voilà, bah faut là, passer voilà, là. par-ci, par-là. Voilà. Mais c'est quoi ça? Mais c'est du, Non, mais c'est pas c'est plus de la liberté. navigation. Non, c'est pas... C'est plus de la peur. En fait, ils vont dans l'inconnu, mais ils ont peur de l'inconnu. Alors, ils vous diront que c'est beaucoup plus sécurisé. Oui, Ah oui, bien sûr. oui. Mais Mais c'est pas ça. est-ce que la vie est quelque chose qu'on sécurise? Je pense Ben, pas, moi. pour Dans moi, une certaine mesure, oui, on est d'accord. oui, mais si on part Mais comme si ça à l'aventure, Voilà, c'est qu'on ne veut c'est pas être pour- sécurisé. Voilà, ouais, je suis d'accord aussi là. Moi, C'est je pas trouve que intéressant. C'était merveilleux d'être comme ça au milieu de nulle part. C'est comme, ce serait comme grandir et puis laisser ses couches culottes, mais les garder quand même. Oui, oui. On sait jamais. Au cas où, oui. Au cas où je fasse pipi en route, je garde une couche culotte. Mais non, ça marche pas comme ça. Quand on enlève, on enlève. Et avant d'arriver, quand on savait qu'on allait arriver... On va pas se faire des copines, mais ou Non, des mais copains, ça- mais Quand- c'est ma pensée. Quand on savait qu'on allait arriver, on disait, bon, dans 2 jours ou 3 jours, on va arriver. Eh bien, moi, j'avais des angoisses. Ah oui, je comprends. Oui, bah oui. Est-ce qu'on peut pas continuer encore un peu? Bon, sachant très bien qu'on ne peut pas, mais qu'est-ce qui va nous attendre à l'escale? Quel est le courrier qui va nous être arrivé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été malades, qui sont morts dans notre entourage? Quelles sont les choses tristes qui vont nous arriver? Oui, Moi, oui, je j'avais pense. je me disais, mon Dieu, on était bien là, on était au milieu de nulle part, on était heureux ensemble, on est 3, enfin on est 4, puisqu'il y avait un perroquet, on est bien. On avait les dauphins de temps en temps qui venaient. D'ailleurs, quand les dauphins arrivaient, on le savait parce que le perroquet criait. Il entendait les ultrasons, les clics, 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 clics. Ouais. Quand il commençait à s'agiter, on disait tiens, il va y avoir des dauphins dans pas longtemps. Ah, Et c'est effectivement, on avait une coque en acier, donc c'était très... Ça résonnait, en Ça plus. résonnait. Et on entendait clic, les clics, clics, clics des dauphins, on les a entendus ça. Et le perroquet était tout excité. Alors on le sortait pour lui montrer dans sa cage, pour voir les dauphins sautaient et tout. On a eu une baleine un jour qui est venue, qui nous a vus de loin, parce qu'elle était loin, 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 loin. Puis elle est arrivée, elle était à côté de nous. Et puis elle est passée derrière nous, et elle nous a remonté tout le long du bateau, sur le côté en nous regardant. Ah oui, C'est très impressionnant. Hein. ça j'imagine. Très, très impressionnant, parce qu'on se dit, oh là là, si elle n'a pas trop la notion Un de son cachalot corps... ou une baleine grise? Une baleine. Si elle n'a pas trop la notion de son corps, si elle fait une mauvaise... Non mais on sait, en plus il y en a qui frappent les bateaux. Enfin je veux dire... Oui, non mais là c'était... frappe les bateaux, mais ça aussi... C'est surtout les orques. Mais de toute façon, si on leur fait rien, on n'a que ce qu'on mérite. Il y a peut-être aussi à cet endroit-là des choses qui sont passées. Absolument, des baleines traumatisées comme les éléphants. Ouais, ouais. Nous, elle était énorme cette baleine. Elle est venue, elle nous a bien regardé, puis elle est partie là, continue sa route.
Ah, c'est génial. Alors les cachalots, oui, les cachalots, on peut avoir des problèmes avec les cachalots, mais pas des problèmes voulus. Parce que le cachalot, quand il remonte du fond, C'est il des remonte bulles. droit. Ouais. Il remonte droit. Mais il ne voit pas derrière. C'est ça. Donc s'il n'a pas conscience qu'il y a un bateau, il peut donner remonter, un coup de... taper dans le bateau. Bon, il y a une chance sur des milliers. Mais je veux dire, ça peut arriver. Mais il ne faut pas dire que le cachalot vous a attaqué. Il a fait... Bah oui, lui, il vit sa vie. Il vit sa vie. C'est nous les voilà. importants. C'est d'être là, mauvais moment, mauvais endroit. Voilà. Donc Torres. Alors Torres, oui, ça s'est bien passé. On a quand même on a éclaté l'avant-voile. Oui. On est sorti bien. Et là, après, on a eu une navigation extraordinaire dans la mer d'Arafura, ça s'appelle. Une mer plate, parce qu'on était à la bonne saison, dans laquelle on a vu des serpents qui sont très dangereux, jaunes et noirs, annelés, Ah oui. qui étaient en surface et puis qui descendaient. Oui, oui. Dans le détroit de Torres, on disait mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, regarde tous les ailerons de requin. En fait, non, c'était des raies. Ah oui, Des excellent. raies, des Avec grandes leur, raies, oui. avec leurs extrémités. Oui. Alors, effectivement, on aurait dit qu'il y avait des requins, je ne me baigne pas, moi. Mais c'était des raies. Donc, la mer d'Arafura, c'était les serpents. La mer d'Arafura, on a eu un petit peu... on a eu un boutre, alors ça ne s'appelle pas un boutre là-bas, je ne me souviens plus du nom, ça porte ces espèces de grands bateaux qui sont construits en Indonésie pour faire du transport, qui sont immenses, très hauts sur l'eau, à voile, qui sont taillés pour profiter du moindre vent. Il n'y avait pas beaucoup de vent, on n'avait pas un moteur très puissant, il y avait, je ne sais pas, 50 garçons à bord, 50 des pêcheurs là. Ils nous ont vus de loin et ils se sont rapprochés. C'est toujours pile ou face. Hein. Ouais. Alors on a dit bonjour. Et puis la nuit elle est tombée. Ouais, mais voilà, ça. Ouais. Alors, on n'a pas mis nos lumières. Ouais. On a changé un petit peu de route pour essayer un peu. On s'est dit, on ne sait pas, ils sont peut-être très très gentils, mais amicaux ou ennemicaux. dans ces zones-là, il faut être un tout petit peu. Il y a pas mal de pirates. Voilà. Sans faire de la paranoïa, mais bon, il ne faut pas non plus. Précaution. Alors, on avait un fusil à bord, on avait un fusil à pompe qu'on avait acheté à un copain. Alors, je dis, tu devrais sortir le fusil. Alors, il sort le fusil, Didier sort le fusil. Mais on ne trouvait plus les cartouches pour tirer en l'air, quoi, pour faire peur. Mais enfin, bon sang, mais où sont les cartouches? On avait le fusil d'un côté, mais pas de cartouches. Donc, ce qui montre bien qu'on n'a jamais eu très peur. Parce qu'autrement, on aurait tout mis. Et pour terminer ce voyage de navigation avec vous, qu'est-ce que vous diriez? Il reste 1 minute, vous voyez? Je dirais qu'on a fait beaucoup de choses. On a fait les Chagos, qu'on ne va plus maintenant. On a atterri à Madagascar et après à Mayotte. Et on a fait encore des choses et des choses. C'est merveilleux. C'est un souvenir extraordinaire. C'est la liberté, c'est la beauté, c'est les rencontres, c'est la plongée sous-marine parce qu'on avait aussi des bouteilles et un compresseur à bord. C'est un tout, c'est une vie. Une vie. Aussi belle que celle de votre grand-tante. Tout à fait différente. Mais une belle vie. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Christine, de m'avoir accueillie. Et on va s'arrêter là. Très bien. À bientôt. À bientôt.